Les jeux Pokémon ont toujours été vendus comme des expériences indépendantes, à ne pas prendre dans leur globalité. Presque aucun jeu ne se suit, hormis ceux des 2 premières générations et la 5ème génération. Preuve d'une volonté de Game Freak de vouloir complexifier son intrigue. Après tout, sortir un jeu Pokémon, une licence accessible à tous, en partant du principe que les gens auront joué au jeu précédent, bah c'est un pari risqué. On se disait, qui sait, peut-être que c'est le début d'un véritable fil rouge entre les jeux. Une seule grande histoire qui se suit à travers les générations. Bah non, non. On a même fait marche arrière. On avait déjà traité ensemble le cas des mangas noir et blanc, tout comme pour les 4 générations précédentes. Mais notre aventure ne touche pas à sa fin, parce qu'après les mangas noir et blanc, bah y a eu la grande aventure Noir et Blanc 2. Mais alors, que nous réservent ces mangas? Simple réécriture de l'aventure précédente ou scénario complètement inédit? Alors surtout restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez vraiment pas être déçus. Sur ce, on vise les 15 000 abonnés, alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sorti en 2013 au Japon, puis en 2021 chez nous en Europe, la grande aventure Noir et Blanc 2 possède la particularité de s'être terminée il y a 1 an seulement. Oui, alors que les jeux sont sortis en 2012. 7 ans. Il aura fallu attendre 7 ans pour en voir le bout. La raison d'un tel décalage, bah, les jeux vidéo eux-mêmes. Oui, parce que c'est à partir de Noir et Blanc que Game Freak s'est mis à sortir un jeu par an. Et ce, pour le grand malheur des auteurs qui n'ont malheureusement pas pu suivre la cadence. Ils ont alors décidé de simultanément commencer Noir et Blanc 2 et XY, avant d'abandonner le premier pour achever le second et commencer simultanément Soleil et Lune. Du coup, les auteurs voulaient attendre que le manga soit achevé avant de le publier, afin que tout le monde puisse profiter du scénario dans son entièreté. Et ce fut chose faite le 17 avril 2020. Donc on se situe bien directement après les mangas Noir et Blanc. Donc allez voir l'épisode précédent si ce n'est pas déjà fait. Et nous, bah on enchaîne. 2 ans après les événements de Noir et Blanc, dans la prestigieuse école des dresseurs de Pavonnet à Unis, Norris est un gros baiser. Toutes les filles soient son cou et le manga commence même sur une rupture. Mais il est avant tout un élève studieux, toujours accompagné de son fidèle Matloutre. Oui, pour une fois je le dis normalement, je trouvais que la vanne se perdait. Cependant, un beau jour, l'institut reçut un nouvel élève, Blandine, une jeune fille accompagnée d'un trompignon qui semble étrangement détester les combats Pokémon. Alors qu'au même moment, Belladenis, membre des forces de police internationales, poursuit sa mission. Retrouver et arrêter les 7 sages toujours en cavale depuis l'incident de la Ligue Pokémon d'il y a 2 ans. Et pour ça, il devra faire équipe avec un autre agent, Ombre numéro 2, plus connu sous le nom de Norris. L'idée est simple, après la disparition de N, c'est un dénommé Nikolai que Getis a choisi pour lui succéder, ce qui n'a clairement pas plu à certains membres de la Team Plasma qui jugent les plans de cet étrange personnage comme immoraux. L'organisation se divisa alors en 2, et selon l'informateur de Norris, ces mêmes membres auraient volé l'intégralité des recherches de Nikolai avant de s'en aller. Des données capitales pour la suite de la mission stockées dans une carte mémoire qui serait apparemment entre les mains d'une jeune fille de 12 ans. Ainsi, accompagné de son Matloutre et de l'agent Belladenis, vous suivrez les aventures de Norris à la recherche de cette étrange fille de 12 ans dans le but de retrouver cette carte mémoire et arrêter Nikolai et la Team Plasma une bonne fois pour toutes. Et oui, s'il y a bien une grosse différence jusqu'à là, c'est bien Belladenis, parce que bah il est juste pas dans les jeux. Initialement, Belladenis n'était présent que dans les jeux Noir et Blanc. Après avoir battu la Ligue, il nous demandait de retrouver les 6 sages restants toujours en cavale. Il nous offrait d'ailleurs la méga canne. Oui, la seule canne à pêche du jeu s'obtenait après avoir fini le jeu. En bref, il était la marque d'un post-game bien fourni pour l'époque, puisqu'on pouvait ajouter à ça le test de combat, la grotte cyclopéenne ou encore le château enfui. Alors qu'aujourd'hui... Enfin bref, if I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I want to be in big trouble. Mais Norris et Blandine ne sont pas les seuls élèves dans l'école. Il y a aussi Mathis. Souvenez-vous, dans les jeux vidéo, Mathis était un rival inédit de Noir et Blanc 2, qui n'avait qu'une idée en tête, devenir assez fort pour détruire la Team Plasma et récupérer le Chakripan qu'ils ont volé à sa petite sœur. Pokémon qu'il finira par retrouver, mais évoluer en Léopardus. Et c'est toujours le cas dans ces mangas, sauf qu'il fout pas des gigabastos à la Team Plasma. Oui, dans les jeux, Mathis frappe un membre de la Team Plasma. D'ailleurs, écoutez ce sound effect, comme ça là. Mais revenons plutôt à nos protagonistes, et plus particulièrement Blandine. Avec sa mère, elles sont des ex-membres de la Team Plasma. Oui, c'est étrange, mais c'est plutôt logique. On avait déjà vu ensemble que les idées de la Team Plasma étaient pas spécialement mauvaises. Et puis, ça renforce la scission au sein des antagonistes. Ce qui est vraiment étrange par contre, c'est que sa mère a eu aucune honte de ramener sa gosse de 10 ans là-dedans. À la base, c'est une secte, hein. Quant à Norris, c'est pas n'importe qui au sein de la police internationale. C'est carrément le supérieur de Belladenis, en plus d'avoir tout un tas de gadgets. Des héros qui succèdent donc à Noir et Blanc. Logique quand on connaît la fin des mangas précédents. Faut savoir que dans les jeux vidéo, ce remplacement a été justifié par le fait qu'à la fin des jeux, le protagoniste était parti à la recherche de N, qui serait apparemment parti découvrir de nouvelles régions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'épisode 15 de Pokémon Génération, c'est Noir et Zekrom qui apparaissent à la fin, et pas Norris. Car techniquement, si N est revenu, c'est que le héros a fini par le retrouver. Quant aux anciens rivaux Bianca et Cheren, ils remplissent le même poste que dans les jeux vidéo. Bianca est devenue assistante du professeur Keteleria, et Cheren enseignant à l'école des dresseurs, ainsi
aussi que champion d'arène. Et oui, l'une des nouveautés de ces versions, c'est de nous proposer de tout nouveaux champions d'arène. Parce que dans le cas contraire, ça aurait été nul à chier. Vous imaginez ça, vous? Ressortir exactement les mêmes versions avec comme unique changement les légendaires qu'on a à la fin? Ainsi, Strykna et Amana firent leur entrée, et comme dans les jeux précédents, ils possèdent un vrai métier en plus de leur rôle de champion d'arène. L'une étant chanteuse dans un groupe de rock de Honte-sur-Mer, et possède le meilleur thème d'arène existant. Écoutez-moi un peu ça. Et l'autre, maître nageur à Papeloa. Des champions en soi pas si intéressants cette fois, mais qui aideront tout de même nos héros à contrecarrer les plans de la Team Plasma. Sauf que cette fois, on a affaire à une Team Plasma 100% méchante. Souvenez-vous, dans les jeux noirs et blancs, la Team Plasma avait la particularité d'être une team qui commet des crimes au nom d'une soi-disant bien-pensance. Celle de leur roi, N, qui souhaite libérer les Pokémon du joug de l'humanité, pour qu'ils puissent être traités d'égal à égal avec les hommes. Et cette idée, elle était pas si stupide. C'est compréhensible que certaines personnes adhère au projet, sauf qu'à la fin de Noir et Blanc, N disparaît. Et il ne reste plus qu'un Getis tyrannique qui ne cherche que la domination par tous les moyens. Il n'en a que faire de la liberté et du bien-être des Pokémon. Du coup, tous les membres qui croyaient en N sont partis. Et à présent, il ne reste que ceux qui ont été matrixés par Getis. Prêts à tout pour faire des rêves de leur leader charismatique une réalité. C'est quelque chose qui se remarque rien qu'à leur tenue. Visage caché et gilet pare-balles, la Team Plasma est devenue une armée prêt au combat. Une team d'antagonistes, cette fois sous le contrôle de Nikolai. Probablement l'un des personnages les plus fascinants de la licence, et je rigole même pas. D'abord présenté comme le nouveau chef de la Team Plasma, on comprend très rapidement grâce au scénario que Nikolai, n'est pas spécialement méchant, mais il est pas spécialement gentil non plus. C'est un chercheur qui cherche à sublimer, dit-il, la force des Pokémon, à trouver la façon de tirer tout le potentiel de ceux-ci. Il a juste très peu de morale et se mettra toujours du côté du parti qui financera ses recherches. Nikolai n'en a rien à faire de ce qui est bon ou mauvais. Il se pose des questions sur notre monde et les créatures qui le composent et est prêt à tout pour obtenir des réponses, y compris réaliser l'impossible, la fusion de Pokémon. Et dans ces mangas, c'est un peu poussé à l'extrême. Nikolai est littéralement défini comme étant un génie du mal. Tout ce qu'il crée a pour objectif de blesser autrui, alors que dans les jeux vidéo, pas forcément. Bon, tu me diras, il a quand même créé une arme qui permet de geler des villes avec le pouvoir de Kyurem, mais ça va, on fait tous des erreurs. C'est d'ailleurs lui qui utilisera le miroir sacré pour rendre leur plein potentiel à Boreas Fulguris et Démétéros, ainsi que l'inventeur des différents modules de Genesect. Tout ça grâce au financement de Getis. Comme je viens de vous le dire, Getis est toujours le maître de la Team Plasma, sauf que cette fois, il n'hésite pas à montrer son vrai visage. Là où précédemment il cachait sa frustration derrière un faux sourire, pour ne pas nuire à sa réputation d'homme fort et froid, ici, Getis n'hésite pas à faire exploser sa colère, allant jusqu'à frapper N au point de le laisser entre la vie et la mort. C'est là que le personnage prend tout son sens. En utilisant N et son discours pour rallier les gens à sa cause, il ne fait que renforcer son impact. N a toujours voulu créer un monde où les Pokémon pourraient vivre librement, loin de la folie et de la malveillance des hommes, pour qu'aucun d'entre eux n'ait à subir leur mépris et leur violence, pour qu'aucun d'entre eux n'ait à subir ce que lui a vécu. Depuis le début, Getis est l'incarnation de la cruauté de l'homme, et N est sa créature, son Pokémon. Pour lui, il est logique qu'il obéisse à tous ses désirs, comme un Pokémon devrait obéir à son dresseur. Et dans le cas contraire, il fait tout pour lui rappeler qu'il lui est inférieur, que Getis est un homme et N, une créature au visage d'homme. Il est juste purement mauvais. Sa soif de pouvoir l'a littéralement fait sombrer dans la folie. Et ça, c'est encore plus renforcé dans les mangas. Car en plus de tenter de tuer N, son unique apparition aux côtés d'un Pokémon sera sur le dos de son propre Trioxydre, incapable de se battre et qu'il n'a jamais pris le temps de soigner. Et s'il n'a pas réussi à obtenir Unis par le discours, il le fera par la force, en s'emparant de Kyurem. Pause! C'est le moment spoil, ma couille, on va parler de la fin du manga, alors si tu comptes le lire, tu peux disposer. Et y a plus de chrono, go! La dernière fois, les mangas avaient tranché en décidant de suivre le scénario de Pokémon Noir. Du coup, on enchaîne avec Noir 2. Dans le but d'empêcher les plans de Getis, Blondine s'est infiltrée dans la frégate Plasma. Cependant, après avoir appris qu'elle était une ancienne membre de l'organisation, Noris n'a pas hésité une seconde avant de l'arrêter. Et ce, malgré les liens qu'ils auront tissés. Pourquoi? Eh bien parce que Noris ne possède aucune émotion. Orphelin, il a été adopté et élevé par les forces de police internationales, dans l'unique but d'en faire l'un de leurs meilleurs agents. La peur et la pitié étant des sentiments qui nuisent à la détermination, il s'en est dépourvu. Au même moment, éveillé par Zekrom et Reshiram 2 ans plus tôt, Kyurem se fit capturer par Getis, naturellement attiré par ce qui faisait auparavant partie de lui. Accompagné du Pokémon Frontière, il peut désormais faire face à Zekrom et N. Il ne lui manque plus que le pointeau ADN. Et franchement ça tombe bien parce que Noris l'avait trouvé quand il était petit. Et il l'a jamais lâché depuis.
Incroyable ça. C'est de la merde. Il est trop tard pour empêcher la fusion. Kyurem Noir est né. Heureusement pour nos héros, il reste encore un espoir. Il semblerait que Reshiram soit encore en état de se battre quelque part sur Ley Link dans le centre de la région. Et quant à son dresseur, il serait encore en vie à l'intérieur du galet blanc, dans le Pokémon Dream World. Et oui, c'était pas qu'un site de merde que vous êtes 3 à avoir utilisé. Il s'agissait d'une fonctionnalité de la 5G qui nous permettait de placer un de nos Pokémon sur internet afin de ramener des objets ou d'autres Pokémon. C'était exactement comme le Pokéwalker mais sur ordinateur. Oh le Pokéwalker, quel banger! Chut. L'évoquer est déjà bien assez douloureux. Dans ces mangas, le Dream World est un monde se situant à l'intérieur des galets noirs et blancs. Et depuis 2 ans, c'est là que Noir se trouvait. Bref, désormais libre, l'ultime combat peut commencer. D'un côté, Reshiram contre Kyurem Noir. Et de l'autre, Nikolai contre Norris. Et qui est le combat le plus ridicule du manga. C'est un combat Genesect contre Genesect. Jusque là, tout va bien. Mais regardez leur position. Malheureusement, Kyurem prit par la suite possession de Reshiram. Mais les liens qui l'unissent à Noir furent suffisants pour qu'il ne perde pas conscience. Et c'est ce qui leur permet de vaincre Getis et la Team Plasma une bonne fois pour toutes. Ah, et Nikolai va se faire planter en plein cœur par Keldeo. Mais il avait le miroir sacré pour le protéger, du coup il s'est fait congeler par Kyurem. Tout est bien qui finit bien. Blandine est finalement libre pour avoir coopéré avec la police, et encore heureux parce que je rappelle que c'est sa daronne qui l'a mise là-dedans. C'est elle qu'il faut arrêter et voyage à travers la région aux côtés de N pour rendre les Pokémon volés. Matisse put retrouver le Chacripant de sa petite sœur. Noir décida de reprendre son apprentissage de zéro pour devenir maître Pokémon. Et Norris part pour une nouvelle région, toujours au nom des forces de police internationales. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, lui et Blandine se reverront dans d'autres circonstances. Quant à Nikolai, il semblerait que la région d'Alola ait besoin de lui, ayant désormais acquis une mystérieuse technologie capable d'ouvrir des ultra brèches. Bref, vous l'aurez compris, si ces mangas ont pris autant de temps pour se terminer, bah c'est peut-être pas qu'à cause des jeux vidéo. Et si Nikolai était bien plus important que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je les lis tous. Mais cette grande aventure est loin d'être terminée, puisqu'au même moment dans la région de Kalos, une jeune fille du nom de Y fait tout son possible pour aider son meilleur ami, alors qu'un terrible événement s'apprête à ravager le village de Bourg-Croquis. Sur ce, n'oubliez pas, on vise les 15 000 abonnés alors...